Bien, bonsoir. Bienvenue au Muséum Aquarium pour cette dernière conférence du cycle de conférences de bio de cette première moitié d'année 2022. Cycle de conférences consacré aux interactions dans le vivant. Alors, aujourd'hui, c'est la dernière, où, à vous de juger si on a conservé le meilleur pour la fin, le sexe, puisqu'on va parler de reproduction et des interactions entre partenaires sexuels dans le vivant. Alors, ici, on n'est plus dans les interactions entre espèces, parce que les 5 premières conférences traitaient plutôt des interactions entre espèces, le mutualisme, la symbiose, le parasitisme. Ici, c'est les interactions à l'intérieur des espèces entre les partenaires de reproduction, entre mâles et femelles, où on va voir que ces interactions sont extrêmement variées, suivant les espèces, suivant les stratégies de reproduction que l'on peut décrire. Alors, pour commencer, quelques mots sur la reproduction sexuée, pour définir un peu ce que c'est et faire déjà quelques constatations, quelques remarques dont on aura besoin pour bien comprendre la suite de l'exposé. Alors, dans le vivant, il existe 2 grands types de reproduction, la reproduction sexuée et la reproduction asexuée. Alors, c'est valable pour tous les êtres vivants, alors pas toutes les espèces, mais tous les grands groupes d'êtres vivants, les bactéries, les végétaux, les animaux, eh bien, on peut trouver de la reproduction sexuée et de la reproduction asexuée à l'intérieur de ces grands groupes. Alors, la reproduction asexuée, effectivement, on en trouve dans le règne animal. C'est pas forcément très fréquent, mais c'est quelque chose qui existe. Alors, la différence entre ces 2 modes de reproduction, eh bien, il y a une question d'efficacité, si on peut dire, de rendement. La reproduction asexuée présente l'avantage d'être plus simple, plus rapide et plus efficace que la reproduction sexuée. Parce que la reproduction sexuée va impliquer l'interaction entre 2 partenaires. Les 2 partenaires, si on prend le cas d'un mâle et d'une femelle, eh bien, vont produire des gamètes, et ces gamètes vont fusionner. Tandis que dans la reproduction asexuée, eh bien, un individu va produire un autre individu sans qu'il y ait cette étape de fusion. Donc, en termes de rendement, si on peut dire, il y a un rapport du simple au double entre la reproduction asexuée et la reproduction sexuée. C'est ce qui va faire que, du point de vue évolutif, la reproduction asexuée est bien plus rapide, bien plus efficace que la reproduction sexuée, qui, elle, présente un certain coût. Et on va voir que ce coût est dû, en fait, au sexe mâle. Ce sont les mâles qui coûtent cher. Alors, la reproduction sexuée est coûteuse, mais elle présente le gros avantage d'entraîner une grande diversité dans les descendants, contrairement à la reproduction asexuée qui, elle, se caractérise par une uniformité. C'est-à-dire que dans la reproduction asexuée, tous les descendants sont génétiquement identiques aux parents. Vous savez bien que vous êtes une combinaison unique des contributions de vos parents. Si vous avez des frères et sœurs, vous leur ressemblez, mais vous ne leur êtes pas strictement identiques, à moins que vous n'ayez un frère jumeau ou une sœur jumelle. La reproduction sexuée entraîne effectivement une grande diversité. Alors, pour faire de la reproduction sexuée, il faut donc être 2. Et on va observer, au cours de l'évolution, des rôles différents entre ces 2 partenaires.
Ces rôles différents ont évolué à partir d'un état ancestral qu'on appelle l'isogamie. C'est-à-dire que dans l'isogamie, eh bien, il n'y a pas de sexe mâle et de sexe femelle. On a des sexes différents. Alors en biologie, on appelle ça des types sexuels. Par exemple, les organismes unicellulaires, peuvent faire de la reproduction sexuée, mais chez eux, on ne distingue pas des mâles et des femelles, on distingue des types sexuels. On les appelle plus et moins. Et donc un plus va se reproduire avec un moins. Alors ces types sexuels, il peut même y en avoir plusieurs. On connaît des unicellulaires qui comptent jusqu'à 48 types sexuels différents. Alors entre mâle et femelle, c'est pas compliqué, un mâle ne peut se reproduire qu'avec une femelle. Quand vous avez 48 types sexuels différents, ça veut dire qu'un individu, quand il rencontre un autre individu, eh ben, il y a en gros 96% de chances de pouvoir directement se reproduire avec lui. Puisque sur 48 types sexuels, eh ben, il va y avoir un grand nombre de chances de tomber sur un type sexuel différent. Ces types sexuels, ça peut même aller jusqu'à quelques centaines chez des formes unicellulaires, mais qui s'apparentent un peu à des champignons. Alors ici, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les genres sexuels mâles et femelles, puisqu'on va s'intéresser à ce qui se passe chez les animaux. Alors on pourrait se demander, la reproduction sexuée, ça nécessite effectivement la contribution de deux partenaires. Mais pourquoi avoir une spécialisation entre mâles et femelles? Quelle est la raison? Quel est l'intérêt? Eh bien en fait, les genres sexuels mâles et femelles, c'est deux façons d'optimiser la reproduction. Alors regardons ça de plus près. Si on définit le genre mâle, eh bien ce genre mâle va se caractériser par le fait que ces individus vont produire des gamètes nombreux, petits et mobiles. On s'aperçoit que cette définition, elle correspond aussi bien aux animaux qu'aux végétaux. Si vous prenez les spermatozoïdes, eh bien, ils sont produits en grande quantité, ils sont très nombreux, ils sont petits et ils sont mobiles. Les grains de pollen, c'est la même chose. À l'inverse, le genre femelle va se caractériser par la production de gamètes peu nombreux, riches en réserves et immobiles. Donc c'est exactement l'inverse. Effectivement, si vous prenez des ovules, que ce soit dans le règne végétal ou dans le règne animal, eh bien, en général, ce sont des cellules beaucoup plus grosses que les spermatozoïdes, parce qu'elles contiennent des réserves pour que l'embryon puisse se développer. Du coup, ces cellules ne sont jamais mobiles, elles sont immobiles, et comme elles coûtent cher à produire, eh bien, elles sont produites en quantité beaucoup moins importante que les spermatozoïdes. Et donc ça correspond à deux possibilités d'optimisation de la reproduction. La stratégie femelle se caractérise en fait par le fait d'augmenter les chances de survie des descendants. En fait, la femelle va miser sur la qualité des descendants. Elle va en produire pas beaucoup, mais elle va les produire de bonne qualité pour qu'ils aient le maximum de chances de survivre. À l'inverse, la stratégie mâle, c'est une stratégie qui mise sur la quantité. La stratégie mâle, c'est le fait, en fait, d'avoir le maximum de descendants. Donc, pour avoir des descendants, soit on en produit beaucoup, quitte à ce qu'après, il y en ait très peu qui survivent. C'est la stratégie mâle. La stratégie femelle, eh bien, on produit moins de descendants, mais de meilleure qualité, où on fait en sorte de s'assurer qu'ils aient le maximum de chances de survie. Alors la stratégie mâle, on appelle ça aussi la stratégie tricheuse. Alors vous voyez, messieurs, qu'on est mal lotis par les évolutionnistes, puisque les mâles coûtent cher et en plus, ils trichent. Stratégie tricheuse, pourquoi? Un spermatozoïde, il a peu de réserves, il n'a aucune chance de survie. Il ne va pouvoir survivre que par l'intermédiaire des réserves stockées dans le gamète femelle. Donc la stratégie mâle, elle ne peut fonctionner
que parce qu'il y a un investissement en face dû aux femelles. Et puis on peut avoir des individus qui vont être à la fois mâles et femelles. C'est ce qu'on appelle les hermaphrodites. Alors effectivement, ça existe dans le règne animal. Vous avez par exemple les gastéropodes qui sont des exemples très très classiques d'hermaphrodites, des escargots, des limaces de mer, avec des stratégies extrêmement bizarres. On aura peut-être l'occasion d'en redire quelques mots. Alors, ces deux façons d'optimiser la reproduction, miser sur la quantité ou sur la qualité, c'est des choses qu'on va retrouver aussi au niveau des espèces. Et là, on va parler de stratégie reproductive. Alors, en écologie, on distingue deux grands types de stratégies reproductives, la stratégie R et la stratégie K. Alors, la stratégie R, ça vient de reproductive rate, le taux de reproduction. En fait, c'est l'équivalent de la stratégie mâle. Ce sont des espèces qui vont produire énormément de descendants. Ça va se traduire par une mortalité juvénile effroyable pour que seulement quelques-uns survivent. Et la stratégie K, alors ça vient de l'allemand, c'est capacité de Grenze, c'est-à-dire c'est une stratégie qui va prendre en compte la capacité d'accueil du milieu. C'est-à-dire c'est une stratégie qui va produire peu de descendants, mais avec de meilleures chances de survie. Alors quand on liste les caractéristiques des organismes qui présentent ces deux stratégies, eh bien dans la stratégie R, on va avoir une forte fécondité, ce sont des espèces qui vont produire beaucoup de descendants. La stratégie K, à l'inverse, la fécondité est beaucoup plus faible. On peut avoir des temps de génération ici qui vont être en général très brefs. Dans la stratégie R, à l'inverse, dans la stratégie K, on a des temps de génération qui sont plutôt longs. La maturité sexuelle est très précoce, ben ça va avec le temps de génération bref. Évidemment, si les individus vivent peu longtemps, il va falloir qu'ils soient sexuellement matures de façon assez précoce pour pouvoir se reproduire. Tandis que dans la stratégie K, on a une maturité sexuelle qui est tardive. L'investissement parental est faible, et ici on a un investissement parental important. Alors ça, c'est la théorie. On va voir un petit peu quelques exemples pour que ce soit un petit peu plus concret. Ah, puis dernière chose, évidemment, la stratégie R va se caractériser par une forte mortalité juvénile. Évidemment, s'il y a beaucoup de descendants qui sont produits, il y en a peu qui vont survivre. Au contraire, ici, on va avoir en stratégie K une faible mortalité. Alors, l'investissement parental en écologie, c'est en fait l'investissement que vont mettre les parents dans la descendance. Et effectivement, cet investissement est variable suivant les espèces. Il peut être quasiment nul dans les stratégies R, à très développé dans les stratégies K. Alors, on va voir un petit peu un échantillon des différentes possibilités de s'investir. Alors, la première chose à faire pour se reproduire, c'est de s'assurer de disséminer ses œufs et ses gamètes un minimum pour pouvoir disséminer l'espèce. Ça, c'est ce qu'on retrouve de façon très classique en milieu aquatique. En milieu marin notamment, mais ça se retrouve aussi en eau douce. Ici, vous avez des oursins. Alors, les oursins, pour se reproduire, c'est pas très compliqué. Il y a des mâles et des femelles. L'oursin mâle va rejeter ses spermatozoïdes dans l'eau de mer. L'oursin femelle rejette ses ovules dans l'eau de mer. Et la fécondation est externe. Donc là, l'investissement parental est quasiment nul. Il faut juste que les deux partenaires sexuels se coordonnent pour faire ça au même moment. Parce qu'évidemment, après, sinon, les spermatozoïdes et les ovules sont disséminés par les courants et il y a peu de chances que la fécondation ait lieu. Alors cette coordination, c'est souvent l'environnement qui va le provoquer. C'est souvent les phases de la Lune qui règlent les phases de reproduction
en milieu marin. Donc ça, c'est l'investissement zéro minimal. Alors un investissement un petit peu plus important, ça va être prendre un petit peu plus soin de ses descendants en s'assurant qu'ils aient à manger. Et donc, c'est le dépôt des œufs à proximité des sources de nourriture. Vous avez par exemple ici un insecte gallicole. Les insectes gallicoles, ce sont les insectes qui provoquent des galles dans les végétaux. Donc, ce sont des insectes qui vont pondre leurs œufs dans les tissus de différents végétaux. De cette façon, les futures larves ont déjà le gîte et le couvert, puisqu'elles vont être abritées dans les tissus de la plante et elles vont pouvoir se nourrir des tissus de la plante. On peut avoir un degré d'investissement un petit peu plus important, une protection de la ponte. Des exemples bien connus. On trouve ça aussi chez pas mal de poissons. Alors c'est ce qu'on appelle, quand on fait de la biologie des poissons, les guardeurs, les gardiens. C'est-à-dire ceux qui vont construire des nids. La femelle va déposer ses œufs, le mâle les féconde, et ensuite, le mâle, la femelle, ou les deux vont surveiller le nid et le défendre des intrus et voire des prédateurs. Donc là, on a une protection de la ponte. On peut avoir aussi une protection de l'embryon. Alors ici, on n'a plus de ponte. C'est-à-dire que les œufs ne vont plus être pondus, ils vont être incubés. Incubés par les adultes. Alors ça peut être de la viviparité, c'est-à-dire que les embryons vont se développer dans les voies génitales de la femelle, mais on peut avoir toutes sortes d'autres incubations. Alors c'est le cas ici chez cette grenouille, c'est ce qu'on appelle une grenouille marsupiale, c'est-à-dire que là, les embryons vont se développer dans une poche au niveau du dos. Typiquement, les grenouilles de chez nous, c'est de la stratégie R. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des pontes de grenouilles, ces gros amas d'œufs qui sont pondus dans des milieux aquatiques souvent temporaires, et advienne que pourra, si la mare s'assèche, tant pis. Si les têtards sont mangés par des prédateurs, tant pis. Typiquement une stratégie R. Là, ça c'est une espèce à stratégie K. Beaucoup moins de descendants. Par contre, ce qui va être mis au monde, c'est directement des petites grenouilles. Donc protection de l'embryon, on trouve ça aussi, vous connaissez l'hippocampe. Là, cette fois-ci, c'est le mâle qui incube les œufs dans une poche ventrale. Donc la femelle va pondre, le mâle va féconder les œufs et va les récupérer dans sa poche. Et c'est le mâle qui va en prendre soin, qui va les protéger. On peut avoir aussi des incubateurs buccaux. Ah, ça, ce sont des poissons qui vont incuber leurs œufs dans la bouche. Alors ça, c'est Therapogon coderni, c'est une espèce bien connue en aquariophilie. On l'a d'ailleurs dans les galeries d'aquarium. C'est ce qu'on appelle un incubateur buccal. Ouais, il semblait bien qu'il y a des petits... Bon, j'espère qu'il tiendra jusqu'au bout. Donc un incubateur buccal qui va incuber ses œufs dans la bouche. Franchissons encore un degré dans l'investissement parental. Donc là, on va de plus en plus vers les stratégies K très poussées, très élaborées. On a ceux qui vont nourrir les jeunes. Alors beaucoup d'oiseaux font ça, à différents degrés. Chez les oiseaux, en général, on distingue les nidicoles et les nidifuges. Les nidicoles, c'est ceux dont les poussins vont rester assez longtemps dans le nid, parce que les parents vont s'en occuper assez longtemps. Les nidifuges, c'est ceux qui vont quitter le nid relativement rapidement après l'éclosion. Alors évidemment, le nourrissage des jeunes, c'est l'un des apanages des mammifères. Tous les mammifères allaitent leurs petits. Donc typiquement, la stratégie de reproduction des mammifères, c'est une stratégie de type K. Il peut y avoir une protection de ces jeunes contre les prédateurs. « Donc les parents vont défendre les jeunes.
Alors, j'ai pas trouvé de photos de parents avec leurs jeunes, mais cette espèce ici, qu'on a également en pension dans nos aquariums, ça s'appelle le Mickey. Et lui, il a un comportement parental, c'est-à-dire que les jeunes vont former un petit banc qui va accompagner les parents dans tous leurs déplacements pendant un certain temps. Au bout d'un moment, évidemment, les jeunes vont être suffisamment gros et vont mener leur vie autonome. Mais pendant une phase, les jeunes vont rester à proximité des parents qui vont les protéger. Et puis, on peut avoir une éducation des jeunes. Pendant la phase de nourrissage, eh ben, ça peut être aussi l'occasion de transmettre toutes sortes d'apprentissages. Apprentissage de la chasse, de la reproduction, des interactions sociales. Alors, chez les orques, il y a un apprentissage de la chasse. Je sais pas, vous avez déjà vu, je pense, ces documentaires où les orques, ils aiment bien chasser les phoques, par exemple, et ils viennent les chasser jusque sur le rivage en s'échouant. Alors c'est une technique un peu risquée, parce que si l'orque va un peu trop loin, un peu trop vite, il va s'échouer pour de bon et il ne peut pas revenir. Et ça, on a mis en évidence qu'il y avait une phase d'apprentissage où les adultes vont pousser les jeunes un peu à s'échouer pour qu'ils apprennent cette technique de chasse pour s'échouer juste ce qu'il faut pour pouvoir ensuite retourner à la mer. Donc, un investissement parental qui va être très variable suivant les espèces. Donc, de l'investissement quasiment nul jusqu'à un investissement très poussé. Alors, quand on dit stratégie R et K, il ne faut pas forcément en voir par, il y a les R d'un côté et les K de l'autre. Ça dépend du contexte. Par exemple, si vous considérez les mammifères par rapport à des oursins, c'est assez simple, les mammifères c'est K, les oursins c'est R. Maintenant, si vous prenez au sein des mammifères, la souris et l'éléphant, vous allez dire, ouais, au sein des mammifères, la souris elle est plutôt R. Grosse fécondité, temps de génération assez court, et l'éléphant, évidemment, c'est l'inverse. Durée de vie très très longue, donc temps de génération très long, et fécondité beaucoup plus faible. Donc vous voyez que c'est des choses qu'on peut décliner à différentes échelles. Donc cet investissement parental est variable et ça dépend. Il peut être à la charge des deux parents. Les deux parents vont se charger du nourrissage, de la protection, de l'apprentissage. Quelquefois, ça peut être uniquement la femelle, et d'autres fois, ça peut être uniquement le mâle. Donc ça, c'est très variable, suivant les espèces. Alors, continuons notre passage en revue des stratégies reproductives, avec cette fois-ci ce qu'on appelle les systèmes sexuels. Alors, les systèmes sexuels, c'est en fait un classement en écologie sur qui s'accouple avec qui. Alors, on peut distinguer l'individualisme. L'individualisme, ce sont des espèces où les mâles et femelles sont solitaires et ils vont se rencontrer pendant les phases de reproduction, pendant la saison d'accouplement, la saison des amours, et ensuite ils se séparent chacun de leur côté. Et là, c'est tout le temps la femelle qui a en charge l'investissement parental. C'est ce qu'on trouve par exemple chez le léopard, mais chez tout un tas d'autres espèces. On peut avoir aussi la polygynie. On appelle ça aussi la polygamie. La polygamie, c'est un système aussi qui est assez développé. Le putois fonctionne comme ça, mais les exemples très classiques, c'est le cerf, le gorille aussi fonctionne comme ça. Donc là, on va avoir un mâle dominant qui va constituer un harem de femelles. Et au sein du groupe, la fécondation, l'accouplement va être réservé
uniquement au mâle dominant. À l'inverse, on peut avoir la polyandrie, plus rare. C'est ce qu'on trouve par exemple chez le jacana. Le jacana, c'est cet oiseau-là. Alors là, cette fois-ci, c'est la femelle qui est plus grande, plus colorée, plus agressive que le mâle. La femelle va s'accoupler avec différents mâles. Elle va s'accoupler avec un mâle, pondre quelques œufs. Je crois que chez cette espèce, ça doit être 3, je crois. Puis elle va s'accoupler avec un autre mâle, repondre 3 œufs. Et là, l'investissement parental, c'est uniquement le mâle. Donc là, dans cette espèce, on a finalement une inversion des rôles qu'on observe classiquement. Alors, des espèces comme ça, où c'est complètement inversé, c'est pas très fréquent. Maintenant, la polyandrie, c'est quand même assez répandu. À savoir que, notamment, par exemple chez les insectes, les femelles sont susceptibles de s'accoupler avec différents mâles, mais sans pour autant que ce soit aussi hiérarchisé que chez le jacana. On peut avoir des groupes multimâles, multifemelles. Alors on appelle ça la promiscuité. On appelle ça aussi, c'est un terme assez barbare, je ne me souviens jamais, la polygynandrie, un truc comme ça. Donc en fait, des groupes où il y a les deux sexes. Et en quelque sorte, n'importe qui s'accouple avec n'importe qui. On trouve ça chez les bonobos. On trouve ça également chez pas mal de poissons, notamment tous les poissons qui vivent en banc. Les gros bancs de poissons, ça typiquement, c'est des systèmes sexuels qu'on dit à promiscuité, où n'importe quel individu va s'accoupler avec, va se reproduire avec n'importe quel individu. On peut avoir la monogamie. Alors, monogamie, qu'on pensait très répandue, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'en fait, elle n'est pas si répandue que ça. Et il semblerait que la monogamie stricte soit finalement relativement rare dans le monde animal. En fait, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, beaucoup d'espèces d'oiseaux, notamment, étaient décrites comme monogames. Et puis, quand on a fait des études génétiques sur les descendants, eh bien, on s'est rendu compte que les descendants n'avaient pas tous le même père pour des espèces décrites comme monogames. Donc, ça veut dire qu'il y avait des accouplements illégitimes au sein du couple. Alors, on les qualifie toujours de monogames, parce qu'il y a un couple officiel, mais maintenant, on sait bien que il y a des accouplements à droite à gauche chez pas mal d'espèces. Alors ça, c'est typiquement un exemple de notre anthropocentrisme, c'est-à-dire que les sociétés humaines sont basées beaucoup sur la monogamie, les couples monogames, et les scientifiques ont un peu projeté cet anthropomorphisme sur ce qui était observé dans la nature, jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est pas si strictement monogame que ça. Et puis, on peut avoir la coopération reproductive. Alors, la coopération reproductive, c'est ce qu'on va trouver chez des formes sociales, voire eusociales. Alors, c'est ce qu'on trouve chez le loup, par exemple. Il y a un couple dominant, et c'est un peu toute la meute qui va s'occuper de l'élevage des jeunes. C'est ce qu'on va trouver aussi chez le rat taupe. Vous connaissez peut-être le rat taupe. C'est un rongeur qui est fouisseur, qu'on trouve en Afrique du Sud notamment. Alors, pas dans le pays, mais on va dire dans le sud du continent africain. C'est une espèce qui est fouisseuse, qui forme des grands terriers, et dedans, il y a toute une colonie avec une matriarche, une femelle dominante, et il n'y a que elle qui se reproduit. Et dans la colonie, vous allez avoir des défenseurs, ceux qui vont chercher la nourriture, un peu comme les sociétés d'insectes.
termites, abeilles, fourmis. Ça aussi, c'est de la coopération reproductive. Donc, tout un tas de systèmes sexuels. Alors, venons-en à des exemples un peu plus concrets de guerre entre les sexes, avec la sélection sexuelle. Alors, c'est quelque chose qui a été formalisé il y a très très longtemps, enfin très longtemps. C'est Darwin qui, le premier, a décrit ça. Alors, pas dans son ouvrage original, mais l'un de ses derniers ouvrages qui date de 1870 ou 71, quelque chose comme ça, ça s'appelle The Descent of Man, la descendance de l'homme, où il a décrit le phénomène de la sélection sexuelle. Donc ici, c'est un extrait de ce qu'il a écrit. Donc la sélection sexuelle, en fait, ce n'est pas une lutte pour l'existence, comme ce qu'il avait décrit 20 ans auparavant avec la sélection naturelle, mais c'est une lutte entre les mâles pour l'accès aux femelles. Le résultat de cette lutte n'est pas la mort pour le compétiteur infructueux, mais peu, voire pas du tout, de descendance. Effectivement, le processus évolutif va la façon dont on explique l'évolution, c'est un tandem variation et transmission. On a des individus qui varient, avec des variations qui vont être plus avantageuses que d'autres, et tout ça est transmis à la descendance. Et si une variation confère un avantage à son porteur, eh bien cet individu va survivre davantage, va avoir davantage de descendants, et cet avantage va se répandre dans les générations suivantes. Et au fil du temps, au fil des générations, eh bien ce caractère va se répandre dans toute la population s'il est vraiment avantageux. Eh bien ici, c'est la même chose, mais cette fois-ci pour l'accès à la reproduction. Parce que vous pouvez avoir un organisme, un individu qui est extrêmement bien adapté. S'il ne se reproduit pas, il ne transmettra évidemment rien du tout à la génération suivante. Donc la sélection sexuelle joue uniquement sur la reproduction. Alors cette sélection sexuelle peut se traduire par une compétition entre mâles. Et là, le but pour les mâles, souvenez-vous que la stratégie mâle, c'est d'avoir le maximum de descendants. Eh bien, le but pour les mâles, c'est d'être dominant pour justement pouvoir se reproduire un maximum. Alors évidemment, c'est quelque chose qu'on va trouver de façon très très développée dans les systèmes sexuels de type polygyne ou polygame. Le mâle dominant avec son harem de femelles. Alors typiquement, l'exemple classique, c'est le cerf, avec les affrontements entre individus. Alors ça commence par le brame, qui va servir à marquer le territoire, à annoncer sa puissance, voire à décourager les opposants potentiels. Et si ce n'est pas suffisant, eh ben, on peut en arriver à l'affrontement, comme ici. Autre exemple, les éléphants de mer. Alors là, c'est un peu plus violent, puisque ça peut aboutir à des blessures. Alors quand même assez rarement à la mort d'un des protagonistes. Même si les affrontements peuvent paraître très violents, les cas qui aboutissent à la mort d'un des deux, c'est en général assez rare. C'est plutôt accidentel. Parce que sinon, du point de vue évolutif, ce serait beaucoup trop coûteux d'éliminer comme ça une bonne partie des mâles. Donc il y a des affrontements, ça peut se traduire par des blessures, c'est très fréquent chez les éléphants de mer, mais ça va assez rarement jusqu'à la mort d'un des deux protagonistes. Alors c'est chez les éléphants de mer qu'il y a le plus... c'est l'un des exemples où il y a le plus de compétition. Je regarde mes notes. Sur une colonie de 178 femelles,
elle a été étudiée pendant 10 ans, il n'y avait que 39 mâles. Et sur ces 39 mâles, un tout petit pourcentage seulement s'est reproduit. Donc là, la stratégie des mâles chez les éléphants de mer, c'est d'être le plus gros possible. Le plus gros, évidemment, pour être le plus imposant et le plus efficace dans ces affrontements. Alors, il y a une étude qui a montré qu'il y avait des stratégies du coup de recherche de nourriture qui étaient différentes entre les mâles et les femelles. Les mâles vont grossir plus vite parce qu'ils vont se nourrir dans des endroits où il y a beaucoup plus de proies, ce qui va leur permettre de grossir beaucoup plus vite. Les mâles, les femelles, elles, vont en général un peu plus loin des côtes, à plus grande profondeur, où il y a un peu moins de nourriture. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi les femelles ne font pas comme les mâles? Eh bien, les mâles vont dans des zones qui sont plus riches en proies, mais aussi plus riches en prédateurs. Et donc, c'est une stratégie qui est risquée, parce que si le jeu en faut la chandelle parce que les mâles vont grossir plus vite, évidemment, les pertes sont aussi beaucoup plus importantes. Et c'est pour ça qu'il y a un sexe ratio qui est assez dévié chez les éléphants de mer. Il y a beaucoup plus de femelles que de mâles, parce que il y a une mortalité plus importante des mâles. Ok. Alors, première possibilité pour un mâle, être dominant. Maintenant, quand on regarde dans le détail, là, on s'aperçoit qu'il y a des petits malins qui peuvent en fait arriver à tirer leur épingle du jeu et arriver à se reproduire quand même s'ils ne sont pas dominants dans de tels systèmes. Alors c'est ce qu'on appelle les mâles satellites. C'est les mâles qui sont dans ces groupes-là, qui ne sont pas dominants, qui ne vont pas aller défier le dominant, parce qu'ils ne sont pas assez imposants. Ils auraient peu de chances de l'emporter, mais ils vont pouvoir quand même avoir accès à la reproduction. Alors, différents exemples. Profiter de la reproduction du mâle dominant pour y participer. Alors ça marche quand il s'agit d'une fécondation externe, comme en milieu aquatique avec les poissons. Il y a beaucoup de poissons qui fonctionnent avec des systèmes polygynes, avec le mâle dominant, et puis les femelles. Et le moment de la reproduction, il y a une parade entre le mâle et la femelle, et puis à un moment, les deux vont en général monter à la surface, parce que c'est là qu'ils vont émettre leurs gamètes, c'est là qu'ils vont rejeter le sperme et les ovules, de façon à ce que, en surface, il y a plus de courant, ça va mieux mélanger les gamètes, et ça va pouvoir disséminer les œufs et les larves plus loin. Donc, une parade, les deux protagonistes montent à la surface, et au moment de l'émission des gamètes, c'est là qu'on peut voir un ou deux mâles satellites qui arrivent à toute vitesse et qui vont rejeter leur sperme en même temps que le mâle dominant. Donc même s'ils ne sont pas dominants, ils arrivent un peu à participer au moment de la reproduction et du coup à participer à la fécondation des ovules. Ou sinon, on peut tromper l'attention du mâle dominant. Alors effectivement, être dominant, c'est pas de tout repos, parce qu'il faut constamment asseoir sa position vis-à-vis des autres prétendants. Donc quand le mâle dominant va éliminer un prétendant, on peut voir un mâle secondaire, un mâle satellite, qui en profite pour, lors d'une copulation très très rapide, va en profiter pour s'accoupler avec une femelle. Donc ça aussi, on observe ça dans pas mal de cas. Ça s'observe chez les primates. Des primates qui font des groupes comme ça, les babouins par exemple. On peut aussi tromper l'attention du mâle dominant. Ça a été observé chez des iguanes. Alors je ne me souviens plus du nom d'espèce, parce que je n'ai pas retrouvé la référence, mais il existe une espèce d'iguane où les jeunes se masturbent. Et l'explication de ce comportement, c'est en fait pour pouvoir réaliser des copulations éclairs avec les femelles quand le mâle dominant a le dos tourné. Et donc en quelque sorte, ils sont un peu, passez-moi l'expression, dans les starting blocks
pour que dès qu'il y a une fenêtre qui se présente, hop, ils vont en profiter pour aller féconder une femelle. Alors ici, je vais reprendre. Alors, c'est un peu petit, mais ça c'est pour ceux qui n'ont pas vu notre exposition temporaire attraction, je vous la recommande, où on parle entre autres un petit peu de sélection sexuelle. Et bien ici, c'est l'un des exemples que vous pourrez retrouver dans le parcours d'exposition. Alors là, c'est une espèce de lézard qu'on retrouve en Californie, où en fait, on a 3 types de mâles. Et effectivement, tromper l'attention du mâle dominant, ça peut se caractériser dans certaines espèces par des types de mâles différents et avec des stratégies différentes. Typiquement, vous avez ici 3 types de mâles avec des stratégies différentes. Vous avez les mâles à gorge bleue. Alors celui-là, on vous dit, c'est le vigilant, il est petit, paisible et possessif. Il va surveiller avec attention sa ou ses femelles. Mais comme il est petit, il ne peut rien face au bagarreur. Le bagarreur, c'est le mâle à gorge orange, qui lui est un peu plus gros et qui va l'emporter sur ce mâle. Alors, ce bagarreur, il est agressif, il s'accouple avec un maximum de femelles, mais par contre, il ne les surveille pas. Et donc, s'il ne les surveille pas, eh bien, ça laisse la possibilité à un 3e type de comportement, qui est le mâle à rayures jaunes, qui est un mâle qui ressemble en fait aux femelles. Donc, il va passer un peu inaperçu aux yeux du bagarreur, et qui va pouvoir féconder les femelles lorsque le bagarreur, lui, est parti chercher querelle à un autre mâle, et que, comme il ne surveille pas ses femelles, eh bien, ça laisse la possibilité à ce mâle de s'accoupler. Et donc vous voyez que c'est une relation à 3, avec des dominances différentes. Celui-ci se protège des visites du lézard à rayures jaunes parce qu'il est très possessif. Il va vraiment surveiller ses femelles. Par contre, il va perdre contre celui-là, qui est plus agressif. Celui-là va gagner contre le bleu, mais en quelque sorte, il ne voit pas dans son dos ce que fait le jaune. Et donc le jaune, lui, va l'emporter sur l'orange, mais par contre, il ne peut rien contre le bleu, qui est très possessif et qui va surveiller les femelles. Donc vous voyez que ces stratégies peuvent aboutir à des types de comportements différents, et même, c'est ce qui est assez surprenant dans cette espèce, à des morphologies, et donc à des types de mâles qu'on peut distinguer visuellement. Autre possibilité dans la compétition entre les mâles, c'est d'éliminer la concurrence des autres mâles. Alors ça va se traduire par, je vais surveiller avec beaucoup d'attention la femelle. Ça peut se traduire par une copulation, excusez-moi, un peu vite, une copulation très très longue. C'est ce qu'on observe classiquement chez pas mal d'insectes, notamment les punaises, où ici, vous avez en fait un accouplement qui dure beaucoup plus longtemps que ce qui n'est nécessaire pour la fécondation elle-même. Et l'intérêt pour le mâle de rester accroché ainsi à la femelle, c'est d'empêcher la femelle de s'accoupler avec tout autre mâle. Parce que, évidemment, n'oublions pas la stratégie du mâle, avoir le maximum de descendants. Si un autre mâle passe derrière lui, évidemment, ça va diminuer son nombre de descendants. Donc ça, c'est une stratégie de rester très longtemps accroché à la femelle. Alors ça peut se traduire par des surveillances, voire quelquefois des séquestrations de la femelle. Certains oiseaux font ça. Le mâle, quand il s'est accouplé à la femelle est enfermé dans le nid,
et le mâle vient la nourrir jusqu'à ce que la femelle ait pondu. On peut rendre la femelle indisponible. Alors ça, c'est la technique des bouchons utérins. Certaines espèces vont sécréter des sécrétions muqueuses qui vont former un bouchon dans les voies génitales, au niveau de l'utérus ou au niveau du vagin. On trouve ça chez les rongeurs, chez la souris. Dans les labos, c'est comme ça qu'on se rend compte s'il y a eu une copulation. On regarde s'il y a un bouchon utérin, ça veut dire que la femelle a été fécondée. Mais on trouve ça aussi chez pas mal d'insectes, chez des serpents. Donc en fait, ce bouchon utérin a pour but d'empêcher d'autres mâles de venir féconder la femelle. On peut avoir la compétition spermatique. Alors les champions là-dedans, c'est les libellules, et plus particulièrement les demoiselles. Alors, les demoiselles, c'est ces petites libellules toutes fines. Et là, c'est l'appareil génital d'un mâle fermé et ouvert. Alors on voit une espèce de brosse. Effectivement, la fonction de cette brosse, c'est lors de l'accouplement, de, en quelque sorte, faire le ménage dans les voies génitales de la femelle. C'est-à-dire que si un mâle est passé avant pour féconder la femelle, eh bien cet organe va éliminer les spermatozoïdes, va éliminer le sperme en les évacuant par cet organe, de façon à ce que ce soit le dernier qui aura copulé, qui va véritablement féconder la femelle. Et puis on peut avoir de l'infanticide. Alors ça, c'est bien décrit chez le lion. Alors les lions, c'est comme le cerf, il y a des affrontements évidemment. Et quand un lion perd son statut, eh bien très souvent, le nouveau chef, le nouveau mâle dominant, eh bien, va éliminer les petits de son prédécesseur. En faisant ça, il va rendre la femelle à nouveau sexuellement réceptive pour que lui puisse se reproduire. Parce que sinon, tant que les petits ne sont pas sevrés et éduqués, la femelle ne rentrera pas dans un cycle de reproduction. C'est des choses qu'on observe aussi chez l'ours blanc, ça a été décrit. Alors l'ours blanc, c'est plus une histoire de rencontre de partenaires. Parce que les ours blancs, c'est des très très grands territoires, et les mâles et les femelles ne se rencontrent pas tout le temps. Donc, tuer les jeunes d'une femelle, pour un ours blanc, c'est un peu le même principe que le lion, sauf que c'est pas un système polygyne, c'est un système d'individualisme, on a chacun de son côté. Sauf comme les rencontres sont très rares, quand un mâle rencontre une femelle, il élimine les petits pour pouvoir pour faire en sorte que la femelle se reproduise. Et porte évidemment ses propres petits. Ce qui est intéressant, c'est que ça, on l'observe dans ce cas de figure, mais si vous vous souvenez du jacana, qui est polyandre, où c'est la femelle qui est dominante, eh bien, la femelle jacana a la fâcheuse tendance de détruire le nid des rivales pour s'accaparer les mâles. Parce que si un mâle s'occupe d'un nid d'une rivale, ça fait un mâle de moins qui s'occupera des jeunes de la femelle. Vous voyez, il y a vraiment une inversion des rôles entre les systèmes polygynes et les systèmes polyandres. Et puis le plus compliqué, c'est la séduction. Alors, la compétition entre mâles ne se traduit pas forcément par des affrontements, mais ça peut être aussi la séduction. Alors ça, c'est ce qu'on observe chez... ça a été énormément décrit chez les oiseaux, parce que c'est très répandu chez les oiseaux, mais ça existe aussi chez d'autres espèces. Alors l'exemple très classique, c'est le paon. Alors le mâle va présenter des caractères qui nous paraissent absolument extravagants, sa queue surdimensionnée, c'est très joli, mais bon. Et ces caractères extravagants vont permettre en fait d'attirer la femelle. On voit bien l'intérêt du mâle.
Parce que plus il attire de femelles, plus il a de descendants. Souvenons-nous, stratégie du mâle, avoir un maximum de descendants. Et donc, il a une descendance nombreuse. Bon, on voit bien l'intérêt du mâle, mais pour que ça marche, il faut que la femelle soit réceptive à ça. Alors, la femelle du pan, c'est quoi son intérêt dans l'histoire? Elle a un sens esthétique extrêmement poussé. Et bien, l'intérêt de la femelle, en fait, elle peut retirer des bénéfices de ce choix. Alors, il y a deux types de bénéfices en écologie évolutive. Les scientifiques appellent ça des bénéfices directs ou des bénéfices indirects. Les bénéfices directs, c'est en général pour elle. Si ces caractères extravagants reflètent les qualités du mâle dans les soins parentaux, c'est un bénéfice direct pour la femelle. Parce que si elle se retrouve toute seule à s'occuper de la descendance, évidemment, c'est une charge, c'est un coût. Si le mâle y participe, c'est un intérêt pour elle. Et si ces caractères reflètent l'intensité des soins parentaux du mâle, eh bien, à ce moment-là, on peut avoir le système de sélection qui se met en place. Et les bénéfices indirects, ce n'est pas pour la femelle, c'est pour ses descendants. Là aussi, souvenons-nous, la stratégie femelle, c'est avoir des descendants qui vont avoir un maximum de chances de se reproduire. Donc, la femelle a tout intérêt à sélectionner des mâles avec un bon patrimoine génétique. Ça, c'est ce qu'on appelle la théorie des bons gènes. C'est-à-dire que la femelle, en choisissant les mâles les plus beaux, entre guillemets, c'est pas véritablement ça qu'elle choisit, elle choisit en fait le mâle qui a les meilleures aptitudes physiques à survivre. Et si c'est génétique, ça veut dire que ces petits vont profiter de ces aptitudes physiques. Donc c'est ça qui est choisi, en fait, plus que le sens esthétique. L'intérêt de la femelle, c'est la survie des descendants. Alors, ce sont des théories assez compliquées. Ici, je ne vais pas vous le développer, mais voilà, c'est un autre exemple que vous pouvez retrouver dans l'exposition Attraction. Là, la séduction se fait chez le jardinier satiné en construisant un nid. Et le mâle va parsemer dans le nid toutes sortes d'objets bleus. Et c'est ça que la femelle va évaluer. Alors, il y a... Oui. C'est toujours corrélé, les caractères extravagants et le fait de présenter des bons gènes? Alors, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, pour que ça marche, il faut qu'il y ait une bonne corrélation entre ces caractères extravagants et la qualité du patrimoine génétique. Et ça, c'est des choses assez difficiles à démontrer. Donc c'est pour ça, souvent, ce sont des théories qui sont très débattues. Il y a des arguments pour, des arguments contre, et on n'a toujours pas de théorie qui soit complètement satisfaisante pour expliquer la sélection sexuelle. Là, je vais vous présenter une théorie alternative avec des exemples d'études qui sont en support de cette théorie. La sélection sexuelle peut servir aussi à la femelle à détecter les parasites chez le mâle. Parce que, évidemment, une femelle qui s'accouple avec un mâle qui a des parasites, elle risque de les récupérer pour elle, voire pour ses petits. Donc, ça, c'est des bénéfices directs, éviter la contagion. Mais il y a des bénéfices indirects. Parce que si la femelle sélectionne des mâles qui sont résistants aux parasites, eh bien, cette résistance peut être transmise aux descendants. Alors, il y a une théorie qui a été émise en 1982, maintenant, ça fait 40 ans, par deux chercheurs, Hamilton et Zuck. Une théorie qui stipule que les ornements du mâle, en fait, ça joue des rôles de signaux pour la femelle, pour signaler à la femelle, voilà un mâle qui a de beaux signaux, donc il est résistant aux parasites. Alors, je vous montre un exemple d'étude, pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on fait pour étudier ces cas de sélection sexuelle.
Alors c'est une espèce qui a été très étudiée, c'est l'hirondelle des cheminées. Elle a été très étudiée, notamment vis-à-vis des liens entre parasitisme et sélection sexuelle. Alors, le mâle se caractérise par une tache plus rouge et une longueur des plumes caudales plus longue, plus grande que chez les femelles. Et il a été montré que les mâles qui présentent effectivement des plumes plus longues, eh bien, sont favorisés du point de vue de la reproduction. Ce sont des mâles qui attirent davantage des femelles. Alors c'est monogame, mais pas strict. Il a été montré que les mâles avec des grandes queues attiraient davantage des femelles, pouvaient en plus aller féconder ailleurs, avec des fécondations illégitimes, et qu'en plus, leur femelle légitime leur était plus fidèle, en quelque sorte, que la femelle qui était avec des mâles à longue queue, elle allait un peu moins voir ailleurs. Donc, il y a une sélection sexuelle qui s'opère sur la queue des hirondelles de cheminée, tout comme la queue du paon chez le mâle. Alors maintenant, comment est-ce qu'on montre le lien avec les parasites? Alors il y a eu des expériences qui ont été faites. On manipule les taux d'infestation, c'est-à-dire qu'on va rajouter des parasites dans les nids, ou au contraire, on va faire des traitements insecticides. Comme ça, artificiellement, on rajoute des parasites ou on les supprime. Et puis, on a couplé ça avec des expériences de cross-fostering. Le cross-fostering, c'est on échange des jeunes entre les nids. Alors ça, c'est pour voir l'influence de la génétique et l'influence de l'environnement. Parce qu'un jeune peut être parasité parce que ses parents, parce que le père a un mauvais patrimoine génétique, c'est l'effet génétique. Mais ça peut être aussi l'influence du nid, un nid de mauvaise qualité, ou des parents qui ne vont pas bien s'occuper du nid. Évidemment, le taux de parasitisme va être plus important. Et quand on fait ces échanges, eh bien, on peut distinguer les deux effets. Alors, il a été montré que la présence de tiques affectait négativement la condition des poussins. Alors effectivement, il faut montrer tout d'abord que ça a une influence négative. Effectivement, les poussins qui sont parasités, ils grandissent moins bien. Il n'y a pas de mortalité, mais la croissance est inférieure. On a montré également que les tiques affectaient négativement le développement de l'ornementation des mâles. C'est-à-dire que les mâles qui sont fortement parasités ont une moins belle queue. Donc là, les chercheurs ont vérifié ce qu'on appelle l'honnêteté du signal. C'est-à-dire que les femelles, si elles se basent sur un signal, il faut que ça reflète bien le taux de parasites. Et effectivement, on a une bonne corrélation entre la charge de parasites chez les mâles et le développement de la queue. Ça, on l'a bien mis en évidence parce que les oiseaux, ils muent chaque année. Et donc, la longueur des queues, elle varie. Donc, si vous prenez un mâle avec une grande queue, vous le submergez de parasites, la saison suivante, sa queue est plus petite. Donc, c'est comme ça qu'on a montré effectivement que les tiques affectaient, les parasites affectaient effectivement le développement de l'ornementation des mâles. Voilà, ça c'est le diagramme qui montre ce qui a été fait. En fait, ça c'est le nid. On a deux types de parents. Alors, on s'intéresse au père, pas à la mère, puisqu'on regarde les attributs du père. Ça c'est les descendants du vert, les descendants du rouge. Et puis on fait des échanges de nids. Et puis là, vous avez donc les résultats. Alors les résultats montrent que les charges parasitaires, c'est quelque chose d'héritable. C'est-à-dire qu'effectivement, la résistance aux parasites, c'est génétique. C'est cette expérience-là qui le montre. C'est-à-dire que là, on regarde le nombre d'acariens sur les pères et le nombre de parasites sur les jeunes. Et effectivement, il y a une corrélation, on appelle ça une corrélation positive. Plus il y a de parasites sur les mâles, plus il y a de parasites sur les jeunes. Donc ça veut dire effectivement que c'est quelque chose qui se transmet. Ici,
on a vérifié que ce n'était pas dû au nid, c'est-à-dire que les descendants, là, on les a mis dans d'autres nids, et effectivement, on observe la même corrélation. Et ici, on a fait l'expérience inverse, c'est-à-dire qu'on prend des poussins qui viennent du mâle rouge ici, on les met dans le nid du vert, et là, par contre, la quantité de parasites ici sur le gène est complètement indépendante et pas du tout corrélée au taux de parasites qu'on avait chez le père. Donc ça, on montre bien que la charge de parasites, effectivement, c'est génétique. Il y a une résistance aux parasites qui est transmise ou non si le père n'est pas du tout résistant. Et puis ici, eh bien, on voit la même chose, on voit la même corrélation, mais cette fois-ci avec la longueur de la queue des mâles adultes. Donc effectivement, l'ornement des mâles, c'est un bon prédicteur de cette résistance génétique aux parasites. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, plus la queue des mâles est longue, et moins les jeunes ont de parasites. On a fait la même chose, en regardant, en mettant les jeunes dans d'autres nids, on a la même corrélation. Par contre, quand on met des descendants d'un autre mâle dans le nid de ce mâle-là, on n'a pas du tout de corrélation. Donc ça montre bien que c'est génétique, que c'est pas dû à la qualité du nid ou un problème sur le nid qui serait dû à l'environnement. Donc là, vous avez un exemple d'étude qui montre que, effectivement, dans certains cas, eh bien, la sélection sexuelle s'explique par le fait que, chez l'hirondelle des cheminées, la femelle, en fait, va être attirée par des caractères du mâle qui reflètent, en fait, sa qualité à résister, son aptitude à résister aux parasites. Alors ça a été montré chez l'hirondelle des cheminées, ça a été montré chez d'autres espèces. Maintenant, il a été montré aussi que il n'y a pas que ça qui intervient. Il n'y a pas que le signal de parasite. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de théories qui tournent autour de la sélection sexuelle. Là, je vous en ai présenté une avec les exemples d'études qu'on peut mener pour montrer ça. En conclusion, j'espère vous avoir démontré la très grande diversité des types de reproduction qu'il peut y avoir dans le monde animal, et que les relations entre mâles et femelles, c'est pas toujours rose, même entre mâle et mâle, quelquefois entre femelles et femelles, parce que il y a cette histoire de sélection, de compétition pour la reproduction. Je vous remercie de votre attention.